Mesdames et messieurs, bonjour et bonsoir partout où vous nous suivez à travers vos petits écrans. Merci pour votre fidélité à votre émission de prédilection, Marc Bazar, pourquoi pas. À notre grand média de la sous-région, il faut dire comme ça, la DRTV, la chaîne du bassin du Congo. Merci donc de suivre cet échange que je vais avoir bientôt avec un invité de taille, il faut le dire comme ça. Alors, il faut rappeler qu'après la célébration du 8 mars à Djambala, le moment est venu donc pour faire un flashback ou un retour à notre plateau actuel pour traiter des questions essentielles, hein, en tout cas la vie nationale, la vie politique, tout ce que vous savez, qui caractérise même notre émission. Aujourd'hui, je reçois spécialement Euphrem Dev Mafoula, ancien candidat à la présidentielle, il est président du Parti des souverainistes. Et lorsque je reçois un politique, vous comprenez qu'il s'agit de creuser, de porter un regard sur la vie de la nation, le fonctionnement du pays. Eh bien oui, parce que nous allons petit à petit vers la fin du chrono, vers la présidentielle. Parole donc aux politiques de faire parfois des bilans, de porter un regard, de parler à l'opinion, ce qu'ils pensent, une exigence bien sûr de la démocratie. Aujourd'hui, il sera question avec lui donc de porter un regard sur la vie nationale, pourquoi pas la gestion du pays. Et donc d'une manière éclatée, diversifiée, nous allons toucher pas mal de points qui vont de l'intérêt des Congolais. C'est des points bien sélectionnés parce qu'il s'agit des interrogations que pense l'opinion, que se pose bien sûr l'opinion congolaise. Bonjour, Président Dave. Bonjour, M. Okilas. Merci une fois de plus de braver mon plateau, question de communiquer ou bien d'échanger avec les Congolais sur les interrogations, comme je voulais dire, qu'ils s'opposent. Merci à vous aussi de m'avoir invité sur ce plateau et je profite aussi de saluer les Congolais qui nous suivent en ce moment. Alors, nous allons rentrer dans le vif de notre échange. Alors, vous êtes Congolais, surtout politique, vous êtes au parfum de l'actualité nationale, vous venez de suivre comme tous les Congolais la célébration de la journée du 8 mars, journée dédiée aux droits de la femme. Ceci a lieu à Djambala. En tant que politique, votre regard? Bon, c'est vrai qu'on a tous regardé la journée de 8 mars. Je n'ai pas suivi l'intégralité de ce qui s'est passé à Djambala, mais on peut comme ça faire un retour dans le passé pour voir comment est-ce que le Congo a toujours célébré cette journée de 8 mars. Il faut d'abord rappeler aux Congolais, rappeler à toutes les jeunes filles, rappeler aux mamans que cette journée de 8 mars n'est pas une journée de fête, contrairement à ce que la politique veut présenter. Ce n'est pas une journée de fête. À l'origine, le 8 mars, les femmes aux États-Unis, en Europe, se sont rassemblées pour manifester contre les problèmes ou les conditions de leur travail, contre cette situation qui ne leur permettait pas d'avoir un droit de vote. C'est une journée en réalité qui rappelle les droits que les femmes doivent avoir. C'est-à-dire que ce travail pour les droits de femmes qui n'est pas encore réalisé. C'est en réalité de cela qu'il s'agit. Mais dans notre pays, puisque nous avons un pouvoir qui, généralement, crée des conditions de pauvreté, c'est-à-dire qu'on va appauvrir les femmes, on va chercher ces genres de journées pour essayer de faire quelque chose, mais c'est vraiment une dérive. Parce que vous voyez très bien que la célébration de la journée du 8 mars se résume à la distribution d'épargne et puis des fêtes à côté. Mais c'est une dérive, et c'est une dérive qui va vers le marketing politique ou même commercial. Pourquoi? Parce que on donne l'épargne au lieu d'expliquer aux femmes exactement ce qui se passe dans notre pays, au lieu que ces femmes-là, nos mamans et nos jeunes filles, puissent prendre à bras le corps le véritable combat des femmes aujourd'hui, parce que vous savez, nous avons encore des jeunes filles dans ce pays qui sont abusées à l'école. Nous avons des mamans aujourd'hui qui sont condamnées à être des vendeuses dans le marché. Nous avons des femmes aujourd'hui qui sont dans des entreprises qui n'arrivent pas à accéder à des positions supérieures parce qu'elles sont dans une situation de femme. Vous voyez, il y a toutes ces choses-là qu'il faut régler, et je crois que les acteurs ou les actrices, il faut le dire, ce sont d'abord des femmes. Donc c'est à elles de comprendre qu'en réalité, chaque 8 mars est un jour qui rappelle
qu'ils ont un combat à mener. Parce que le monde entier, lorsque les autres pays célèbrent cette journée, il y a une lumière qui est braquée simplement sur le combat des femmes concernant les droits. Donc aujourd'hui, moi je veux rappeler à toutes ces Congolaises qui fêtent le 8 mars qu'il ne s'agit pas d'une fête, qu'il ne s'agit pas d'une promotion d'épargne. Et encore, si on doit faire une promotion d'épargne, on se pose la question, est-ce que ces pagnes-là sont fabriquées chez nous? Donc vous voyez que c'est une journée qui a été, en tout cas, dépouillée de son sens. Et aujourd'hui, les politiques le font. Mais je pense que c'est simplement parce que le PCT, qui est le parti qui dirige notre pays, a créé des conditions pour permettre à ce que ils puissent manipuler les femmes, s'il faut dire ça comme ça, manipuler les femmes en fonction de leurs besoins. Mais je crois que les femmes auront le temps de comprendre le message que je viens d'adresser maintenant. Oui, ce constat, beaucoup de gens le font. Ça a toujours été comme ça après chaque célébration. Mais quelles peuvent être les conséquences si telle est la célébration, telle est la forme de la célébration? Mais la conséquence, elle est simple, c'est que des droits ne vont pas être... on n'aura pas des droits des femmes si les femmes se consacrent à fêter, à prendre l'alcool, à suivre les partis politiques, à suivre les hommes politiques pour derrière avoir des pagnes. Donc on n'aura pas ce combat mené. Je vous ai rappelé qu'à l'université, comme au lycée, comme au collège, il y a cet abus de pouvoir des enseignants, des professeurs sur les jeunes femmes. Et donc si on ne se lève pas contre ces situations rétrogrades, absolument, on arrivera demain à vivre dans une société où les droits de femmes ne sont pas vraiment valorisés, ne sont pas respectés. Mais dans les échanges, une dame nous a laissé entendre, ça fait 3 jours, que chaque pays a cette liberté de célébrer tel qu'il pense. Les femmes de chaque pays, on peut célébrer comme on veut. Mais on n'est pas... je ne suis pas contre qu'on célèbre le 8 mars. Le problème, c'est que c'est l'interprétation qu'on peut donner de cette journée. J'ai un problème, un sérieux problème avec l'interprétation qu'on a donnée à cette journée ici au Congo. Je vous ai dit, ça se résume à la distribution des pagnes. Mais ce n'est pas de cela qu'il s'agit. Il s'agit d'une journée où les femmes se sont manifestées contre les conditions de leur vie. Aujourd'hui, les conditions de la femme congolaise ne sont pas des conditions, on va dire, dignes. Et donc, il faudrait que les femmes se rendent bien compte qu'à chaque fois qu'on aura 8 mars dans notre pays, que ces femmes-là se lèvent pour dire « nous voulons le changement à tel endroit » par rapport à telle situation. Et comme j'ai répété que dans ce pays, les femmes sont au marché. Les femmes doivent rester à la maison. Quand il y a un travail, on privilège d'abord des hommes. Non, il faut qu'on arrive à une certaine égalité. Et donc c'est à ces femmes-là de mener le combat contre les inégalités. Merci bien. C'était d'entrée de jeu de notre échange. Juste constat donc sur cette actualité. Alors on va corser un peu le débat à présent, Dave. Merci d'ailleurs une fois de plus. Parce que j'avais à traiter avec vous à la demande de l'opinion. Et vous avez donc tenu une conférence de presse, souvenez-vous, en janvier, au cours duquel vous avez planché sur le bilan de la gestion du chef de l'État dans son quinquennat. Alors, au cours de cette conférence, vous avez dégagé un mot. Un mot qui a frustré une partie de l'opinion congolaise, il faut le dire. Et nous avons constaté ceci. Chaque fois que les présidentielles prennent la parole avant la tenue de la présidentielle qui est à l'horizon, dans vos communications, vous semblez dégager des mots durs à l'endroit souvent de votre ancien challenger, peut-être le prochain challenger, votre adversaire politique, puisque vous êtes ancien candidat à la présidentielle. Je veux parler du chef de l'État, Denis Sassou Nguesso. Kinoubi Kiambongo l'a fait, et Gavé aussi le fait. Et vous avez prononcé, vous, à votre tour, un mot en tout cas qui a poussé les gens à réfléchir. J'ai horreur de prononcer ce mot parce que vous-même vous êtes là. Est-ce une façon de discréditer la personne alors que la personne est encore aux affaires, elle est au pouvoir, et une façon de minimiser? Ça, je veux revoir ce que les Congolais ont pensé. Pourquoi cela? Quel est le sens que vous donnez? Vous êtes journaliste, vous avez entendu les Congolais parler. Oui. Moi aussi, j'entends les Congolais parler. Dans ce que vous me présentez, vous avez parlé d'une frustration. Oui. Que les mots que j'ai utilisés prononcés par voix à l'endroit du chef de l'État ont frustré
le chef de l'État. Ouais. Je vais vous dire ce que moi j'ai utilisé. Certains Congolais. Certains Congolais. Voilà. Bon, on va chercher quand même cette catégorie des Congolais qui sont frustrés. Mais je crois que la majorité des Congolais ont compris que pendant cette conférence de presse, M. Mafoula a dit des vérités. Voilà ce que la majorité des Congolais ont compris. Il y a également une minorité, mais cette minorité, il faut savoir aussi la classer. Ce sont des gens qui sont avec le président de la République. Vous parlez de frustration. Je crois que les propos que j'ai tenus, si ça frustre les gens, c'est que les gens ont été frustrés par la vérité. Voilà, ça c'est le premier point à comprendre. Si cela a frustré des partisans du président de la République, c'est que la vérité a frustré. Parce que ce que moi j'ai utilisé, j'ai dit que dans notre pays, nous n'avons plus des dirigeants. Nous n'avons plus un président qui dirige, mais c'est un président qui règne. En fonction de ce qui se passe dans notre pays, le président qui a promis un certain nombre de choses aux Congolais, alors qu'il ne les a pas réalisées, aujourd'hui, c'est le désespoir qui gagne le terrain. Vous savez, notre pays est accablé par tous les problèmes, mais de tout ordre. Le pays est accablé. Et quand vous allez poser la question aux Congolais, qu'est-ce qui se passe? Les Congolais vont vous dire, c'est un désespoir. Les Congolais, dans leur propre pays, vivent comme s'ils étaient à l'étranger. Ils cherchent le travail, ils ne trouvent pas. Ils cherchent la sécurité, ils ne trouvent pas. Ils cherchent l'eau, ils n'ont pas l'eau. Ils cherchent l'électricité, ils n'ont pas l'électricité. Mais c'est un désespoir. Parce que, souvenez-vous, que le président est là depuis très longtemps. Encore, j'ai circonscrit, lorsque je fais ma conférence de presse, en disant que je prends simplement à partir de 2002, là où il a été élu. Jusqu'à aujourd'hui, ça fait 22 ans. Mais qu'est-ce qui se passe dans notre pays? Vous ne voyez pas que la réalité de notre pays est décevante aujourd'hui? Et quand on va dire la vérité aux gens, les gens ne vont pas accepter la vérité, mais ils auront toujours besoin que certains Congolais se lèvent, au lieu de dire la vérité, qu'ils encensent le président. Moi, je ne sais pas faire ça. On ne m'a pas appris à faire ça en politique. Il y a des gens qui sont doués pour encenser le président, mais moi je crois que je suis doué à faire une seule chose, dire la vérité aux Congolais. C'est la réalité aujourd'hui des Congolais qui disent. Mais après, je n'ai pas un problème personnel avec le président de la République. Il faudrait qu'on arrive à dissocier les choses. Moi je suis un acteur politique. Lorsque je parle, je m'adresse à la fonction qu'occupe M. Denis Sassou Nguesso en tant que président. Je ne parle pas à M. Denis Sassou Nguesso en tant que citoyen, parce qu'il y a des réserves. Même en politique, on a. Mais il y a aussi la culture. De quel droit le faites-vous? Il y a aussi la culture démocratique. Mais écoutez, moi, la Constitution me donne le droit de m'exprimer librement. Voilà ce que j'ai fait. Alors, ceux qui sont frustrés, c'est des gens qui ne comprennent pas que c'est un droit. Encore, je ne l'ai pas insulté. Je ne l'ai pas insulté. J'ai dit qu'il y a un désespoir. Ça, ce n'est pas un mensonge, c'est une vérité. Et ça, ce n'est pas une insulte. Bien au contraire, des gens qui sont soucieux d'arranger notre pays, ils devraient normalement regarder les choses pour dire... Puisqu'on nous a dit ça, faisons en sorte que le désespoir ne gagne pas le pays. Parce que tous les Congolais sont gagnés par le désespoir. Les jeunes, les vieux, les seniors, tout le monde est gagné par le désespoir. Alors, vous savez, je vais peut-être terminer sur ce point-là. Vous savez très bien que nous sommes dans un pays où les jeunes veulent tous aller vivre à l'étranger. Pourquoi, à votre avis? Pourquoi nous avons des jeunes qui sont nés ici, qui vont à l'école ici, mais qui veulent aller dans d'autres pays, finir leur vie ailleurs, à l'étranger? Pour quelle raison? Parce qu'il y a un désespoir. Et qui aujourd'hui incarne le pays? C'est le président de la République. Et à ce moment-là, vous comprenez que si il y a un désordre, s'il y a le désespoir, ah ben la responsabilité, c'est sur les épaules du président de la République. Lorsqu'on vous met dans votre sillage de l'ancien candidat, est-ce qu'on ne peut pas dire que vous êtes là déjà dans une forme de pré-campagne présidentielle? Est-ce que vous choquez déjà votre adversaire? Non, la pré-campagne, je crois que vous ne voyez pas où elle se passe. La pré-campagne se passe avec le PCT. Tout ce qu'ils sont en train déjà de faire, c'est une pré-campagne. Moi, je suis dans la communication politique, c'est mon droit. Et en tant qu'acteur politique, il faudrait bien que je défende ma vision, il faudrait bien que je défende les Congolais. C'est ce que je fais. Ce n'est pas une pré-campagne pour moi. La pré-campagne, c'est M. Sassou qui est en train de faire avec ses appareils, que ce soit le PCT ou tout ce qui
gravitent tout autour du PCT pour travailler pour le président. Je ne suis pas là pour vous dire que je suis en pré-campagne, mais je crois que les Congolais le savent. Si vous l'ignorez, les Congolais savent très bien que la pré-campagne a déjà commencé avec le PCT. Alors, patriarche Timoné, ça vous dit quoi? C'est que ça vous revient quand même aux oreilles, parce que certains d'entre vous serez candidats, vous irez en bataille contre ces machines. Patriarche Timoné, politiquement, ça vous dit quoi et qu'est-ce que vous en dites? Politiquement, ça ne veut rien dire. Parce que je pense que aujourd'hui, si on doit parler du président de la République, on doit parler de son bilan. Qu'est-ce qu'il a fait par rapport à ce qu'il avait promis? Et je vais vous dire ce que le président avait promis. Le président a promis l'électricité. Le président a promis l'eau. Et il a rajouté en disant que l'électricité et l'eau devaient être des denrées disponibles et à moindre coût. Aujourd'hui, nous avons un sérieux problème avec l'eau potable, nous avons un sérieux problème avec l'électricité. C'est-à-dire que les deux éléments, les deux denrées essentielles à la vie ne sont pas disponibles. Et lorsque ces deux denrées sont disponibles, elles sont de mauvaise qualité. Et donc, moi, c'est ce que je sais. En politique, on vient défendre un bilan. Et lorsqu'on dit autre chose, ça... comme je vous ai dit, il y a des gens qui sont doués à faire ça. Il y a des gens qui sont doués aujourd'hui à s'accrocher au président pour lui dire « Oui, oui, ça va, vous êtes le meilleur, écoutez, on a toujours besoin de vous, c'est vous le champion. » Non, c'est leur manière de faire la politique. Écoutez, il faut qu'on garde le bon sens. Il y a des gens qui ont affaibli la politique. Il y a des gens qui ont affaibli cette responsabilité qu'ont les politiques. Aujourd'hui, aucun Congolais sérieux, aucun Congolais intelligent, je dis bien intelligent, aucun Congolais intelligent, aucun Congolais soucieux de ce pays peut dire à M. Denis Sassou Nguesso « Nous voulons encore que tu rempiles ». Ce n'est pas possible. Les gens qui le disent, c'est parce que les gens veulent avoir l'argent de Denis Sassou Nguesso, les gens veulent avoir des postes derrière Denis Sassou Nguesso, mais Denis Sassou Nguesso, c'est le père des autres aussi. À un moment donné, il faut qu'on le laisse respirer. Et je suis étonné que les propres enfants du président ne le font pas. Mais les autres, parce qu'ils savent que non, derrière ce monsieur, on va amasser de l'argent, on va peut-être chercher des postes, et qu'est-ce qu'ils font? Ils l'encensent. Mais en réalité, aujourd'hui, une personne consciente, une personne intelligente, une personne qui est responsable en politique ou ailleurs, devrait dire au président de la République, Monsieur le Président, vous devez vous reposer. Parce que là, il y a sérieusement des situations qui ne permettent pas à un président de rempiler. L'échec est là et on ne peut pas demander à celui qui a échoué de continuer. Ce n'est pas aimer le pays. Est-ce qu'on ne devait pas attendre la fin du chrono, la fin du mandat pour tenir un tel discours? Le discours, le mien Mais mon discours n'a pas... Enfin, je n'ai pas besoin d'attendre, moi, la fin d'un mandat. Mais depuis 2021, moi j'étais candidat à l'élection présidentielle. Dès que j'ai fini, j'ai émis des critiques. Et j'avais dit qu'avec le gouvernement que le président nous a présenté, je ne pensais pas qu'il devait avoir de changement. Et aujourd'hui, vous voyez très bien qu'il n'y a pas de changement. Donc depuis 2021 jusqu'à aujourd'hui, je ne fais que le travail du politique. Mais le changement dont vous faites allusion, est-ce que l'accession à toutes les promesses, ou à la réalisation de toutes les promesses, ou encore la non-réalisation, parce que c'est quand même incongru. Il y a des choses qui ont été faites, qui sont manifestées patentes. Je vais vous citer. Nous avons des infrastructures construites que l'on ne veut pas, que ce soit avec les fonds, pourquoi? Mais au moins, ça a changé le pays. Nous avons des routes, nous avons des aéroports, le temps d'attendre les flottes. Si vous prenez le pouvoir demain, vous allez en faire usage. Si vous bâtissez une politique sportive dans ce pays, mais vous serez bien parce que les infrastructures sont partout. Si vous développez la flotte, vous avez des aéroports partout. Voilà, il y a déjà des choses qui ont été faites. Monsieur Okila, permettez... Est-ce que vous n'essayez pas de... Monsieur Okilas, permettez-moi de vous arrêter un instant. Ça va peut-être vous choquer, pourtant c'est la vérité. Le président est arrivé au pouvoir, mes parents ne se sont pas rencontrés. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un projet de créer un Dave Mafoula. Après, ils ont créé Dave Mafoula. Dave Mafoula est allé à l'école. Dave Mafoula, aujourd'hui, est en politique. Dave Mafoula est l'adversaire de Denis Sassou Nguesso aujourd'hui. Ça veut dire que cette durée-là, où un enfant qui n'était pas encore né, il est né, il est venu jusqu'à la politique pour devenir un challenger du président de la République, le président et les autres qui sont derrière lui devraient comprendre qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Parce qu'en temps normal, dans une vie politique normale, on ne pouvait pas imaginer cela. Mais pourquoi
Mafula est là. Et pourquoi Mafula est l'adversaire de Denis Sassou Nguesso? Parce que tout au long de ma vie, j'ai vu des injustices. Tout au long de ma vie, j'ai vu les inégalités. Et aujourd'hui, je suis rentré dans le combat politique pour changer ces choses-là. Maintenant, quand vous me dites que les choses ont été faites, heureusement qu'il y a un minimum. Vous savez, il faut pas évaluer ce qui se fait parce qu'il y a un homme qui l'a fait. On évalue ce qui est bien fait en termes d'années. Combien d'années M. Sassou est déjà au pouvoir? Qu'est-ce qu'il a déjà fait? Avec quel budget? Vous voyez? C'est à ce niveau-là qu'on peut comparer pour dire qu'il a bien travaillé. Vous pensez qu'aujourd'hui, les Congolais respirent l'air de l'émergence promis par M. Denis Sassou Nguesso? Vous voyez? C'est une promesse faite depuis les années 2010, je crois. 15 ans après, quel est le constat que nous faisons? Quel est le constat que les Congolais font? C'est qu'on n'est pas un pays émergent, on n'est même pas un pays pré-émergent, parce que l'émergence c'est autre chose. On n'est même pas un pays pré-émergent. Donc on n'a pas préparé le Congo à s'ouvrir, on n'a pas préparé le Congo à vivre l'émergence promise. Ça c'est 2010, mais on ne va pas s'arrêter là. Vous prenez par exemple les promesses que le président a fait pendant sa campagne de 2021, l'eau et l'électricité. Ça remonte à 4 ans. 4 ans après, nous avons les mêmes problèmes. Vous pouvez imaginer un pays qui est préparé à l'émergence, qui manque d'électricité, comment les entreprises vont travailler? Vous écoutez comment les gens vont travailler? Cloche de vos adversaires. Vous me parlez des infrastructures. Vous me parlez des infrastructures. Oui. Je vous parle des infrastructures. Quelle est la situation aujourd'hui de notre électricité? Est-ce que vous pensez vraiment que dans un pays qui veut être émergent, ce pays-là va encore avoir des problèmes sérieux d'électricité? Quelle entreprise peut venir s'installer au Congo? Une entreprise sérieuse, sachant qu'on a un problème d'électricité. Ça veut dire que vous dites à cette entreprise-là, préparez-vous à des coûts de carburant parce que vous allez avoir besoin de vos groupes électrogènes. Ce n'est pas possible. Ce sont des faits, ce que je vous dis. Je vous parle aussi de la promesse, la toute dernière que le président a tenue vis-à-vis des jeunes, où il a dit que, voilà, je décrète cette année, année de la jeunesse, avec au compteur 100 000 emplois. Quels sont les emplois créés? Et quelle est aujourd'hui... Il y a eu des réponses, il y a eu des réponses. Quelle est aujourd'hui la situation de ces jeunes? Vous voyez que l'échec est là, mais il y a des gens qui sont pas patriotes, qui ne veulent pas voir des choses, la réalité en face, qui vont commencer à dire le président a travaillé. Non, il a eu à travailler. Mais je crois que le moment est venu pour qu'il se repose. Il a fait ce qu'il pouvait faire. Aujourd'hui, il faut qu'il passe la main. Dans les urnes. Le pouvoir, c'est dans les urnes qu'on lâche. Mais tu sais, le problème, c'est on lâche dans les urnes. On ne sollicite pas. Monsieur Okilas, attendre les urnes, c'est bien, c'est la démocratie. Ouais. Mais la propre conscience du président de la République. Ce pays était un embryon industriel avec Massamba Deba. Ce pays a connu des grandes entreprises publiques. Où sont ces entreprises publiques aujourd'hui? Puisque les Congolais cherchent du travail. Où sont les entreprises privées? Le secteur privé n'est même pas valorisé. Où sont ces entreprises pour que nous puissions avoir des emplois qu'on promet? Ça veut dire que sa conscience doit lui parler. Parce qu'il y a un moment où il reste seul, il faut qu'il pense à ce pays. Il faut qu'il pense à ce que ce pays lui a donné. Et quel est le retour qu'il a fait. Moi, je pense qu'aujourd'hui, la meilleure chose à faire pour le président de la République, c'est d'aller se reposer. Laisser la possibilité aux jeunes de faire avancer le pays. On ne négocie pas quand même la conscience. Je ne suis pas en train de négocier, je parle. Je ne suis pas en train de négocier, et la Constitution, mais moi je parle au président. La Constitution donne au pays encore une chance, et au président de la République une chance. Vous voyez, monsieur Okilas, c'est ça le problème. Ce n'est pas parce que la Constitution dit qu'il faut remplir, qu'il faut à tout prix remplir. Je crois que la meilleure manière de remplir, c'est parce que on peut s'attacher sur un résultat positif pour dire voilà ce que moi j'ai fait et aujourd'hui je peux remplir. Je vous donne un exemple simple. On va en Côte d'Ivoire avec Ouattara. Ouattara dit à ses adversaires politiques que par rapport à son mandat, il dit que son bilan, on ne peut pas attaquer son bilan. C'est pourquoi? Mais parce qu'il sait que économiquement parlant, il a fait avancer le pays, socialement parlant, il a fait avancer le pays. Culturellement, dans beaucoup de domaines, la Côte d'Ivoire a évolué. Est-ce que nous pouvons dire aujourd'hui que le bilan du président de la République est impeccable? Moi,
je suis choqué du fait que je parle. On me reproche le fait d'avoir utilisé des mots durs. Mais moi, je dis, c'est la vérité qui est dure. Ce ne sont pas les mots qui sont durs. Mais je suis étonné du fait qu'aucun ministre cherche à débattre sur ces questions-là. Ils n'ont pas cette culture de débat. En commençant par le Premier ministre jusqu'au ministre délégué. Personne ne veut débattre sur le bilan de Sassou. Mais ils sont où les mêmes qui étaient chantres de l'émergence? Tout le temps, on nous parlait de l'émergence. Ils sont où? Pourquoi ils ne viennent pas débattre? Je crois que la vérité, M. Okilas, elle ne sort pas seulement de ma bouche. Elle sort de la bouche de tous les Congolais. Les enfants, les jeunes, les adultes, comme nos parents retraités. Et donc, il faut qu'à un moment donné, que le président se dise, ce n'est pas parce que la Constitution me permet, mais c'est parce que ma conscience aujourd'hui peut m'arrêter pour choisir un autre candidat au PCT. Et comme ça, nous pourrons l'affronter. Mais bien évidemment, on peut toujours affronter le président de la République s'il revient. Alors, président Dave, en tout cas, j'entends ça de vous. Mais ce qui est vrai, lorsque le PCT vous entend, ils diront, mais tiens, mais il a oublié la voix des urnes. Bon, ça peut paraître comme une exhortation. Bon, au président de voir si... Voilà. Puisque nous parlons politique, nous parlons gestion, les gens sont en plein dans le bilan. Alors, est-ce que ce que vous évoquez a une incidence sur le social des Congolais? Est-ce ce qui explique la question sociale chez nous? Attendez, vous Parce parlez... que chaque fois que vous parlez, vous dites, demandez aux Congolais, les Congolais disent, demandez aux Congolais sur ce bilan, sur cette gestion. Monsieur Okilas, vous voulez nous donner l'impression que vous ne vivez pas dans ce pays? Ah non, moi j'écoute vos adversaires. Vous voulez nous donner l'impression que vous êtes en dehors de ce pays. Les cris sont poussés. La colère est montée, provoquée par ce gouvernement, provoquée par ceux qui sont en train de nous diriger. Ils sont moins de 200 et quelques personnes. Hein. Vous prenez 151 députés, vous prenez 72 sénateurs, vous prenez, je ne sais pas, 40 ministres, vous prenez le président de la République, c'est pratiquement 260 et quelques personnes qui n'arrivent pas à gérer 6 millions d'âmes. Les Congolais sont en train de pleurer. Je vais vous donner un exemple simple. Allez-y. Comment voulez-vous qu'on parle du social des Congolais, qu'on dise que les Congolais vivent mieux, lorsque les étudiants n'ont pas leur bourse? Ça fait pratiquement 27 mois, 27 trimestres. Donc, ce qui équivaut à 81 mois de bourse impayée. On parle des étudiants. Ceux qui sont normalement des gens qui vont remplacer demain, qui vont gérer l'administration demain, qui, comme on dit toujours, la jeunesse, c'est l'avenir de notre pays. Mais vous les traitez mal aujourd'hui. Ils n'ont pas de moyens pour finir leurs études. Vous savez combien des jeunes aujourd'hui ont abandonné les études au niveau de l'université parce qu'ils n'ont pas de moyens? Ils sont nombreux. Mais ça, c'est encore des jeunes. Vous voyez, ça, c'est la situation que vivent les étudiants congolais. Vous prenez nos parents qui sont retraités, qui meurent chaque jour. Parce que croyez-moi, monsieur Okilas, j'arrive avec le peu que je peux trouver à aider quelques papas qui me connaissent pour acheter à deux fois même à manger des médicaments. Pourquoi? Parce qu'ils sont maltraités. Voilà le vécu des Congolais. Les retraités, on leur a promis, ça c'est le président, je crois que c'est même un décret, qui dit qu'à partir de 2017, la retraite sera automatique. Jusqu'aujourd'hui, la retraite n'est pas automatique. Voilà une promesse qui n'est pas tenue. Et vous parlez du président de la République. Quelqu'un qui s'est présenté devant les Congolais en disant « Ben moi, je vous garantis la paix ». La paix, chèrement acquise, comme il a l'habitude de dire. Mais on parle de quelle paix? Moi, je veux qu'on parle de paix sociale des Congolais. Il faut qu'on parle de la paix, sociale. Mais cette paix sociale, vous la trouvez où? Vous la trouvez avec l'absence d'emploi? Vous la trouvez avec le manque d'électricité? Vous la trouvez, cette paix, avec le problème d'impayé des bourses des étudiants? Est-ce que vous la trouvez avec le problème d'arriérage? Est-ce que vous tenez compte de la conjoncture des retraités? Est-ce que vous tenez compte de la conjoncture économique? Parce que écoutez, tout ce que vous dites, c'est des questions que nous posons au pouvoir public aussi. Mais il y a des réponses. Je crois bien, lors des quinzaines gouvernementales, les journalistes s'égorgent à pouvoir poser les mêmes questions. Monsieur un problème conjoncturel. Monsieur Okilas, vous me parlez de problèmes de conjoncture. Ouais. Je vais vous dire une chose. Vous pouvez vérifier les économistes chevronnés d'Afrique ou du monde, les institutions respectées au niveau international, par exemple la Banque mondiale, tous sont d'accord que le Congo a des atouts. Le Congo est un pays doté de beaucoup d'atouts pour faire avancer le pays.
Le problème avec nous, ce n'est pas une question de conjoncture. Le problème, c'est des gens qui nous dirigent aujourd'hui, des gens qui n'ont pas ce sens de patriotisme. Parce qu'au lieu de faire de ce pays, avec tout ce que nous avons eu, vous me parlez d'une conjoncture là maintenant, et vous voyez les périodes que le Congo a traversées, les moments économiques où nous avons eu beaucoup d'argent, les 14 000 milliards où on a mis quelque part qui ont disparu. Mais ça veut dire que le problème n'est pas le problème du pays qui manque des atouts. C'est un problème du personnel qui nous gère aujourd'hui. Ce pays, si c'était entre les mains des bonnes personnes, des personnes qui aiment réellement ce pays, on pouvait développer ce pays, on pouvait faire de ce pays un pays émergent. Mais je vais vous donner un exemple simple, pour vous dire qu'ils sont capables de le faire, mais ils ont simplement décidé de ne pas le faire. Il y a un village, moi j'ai connu un village, s'appelle Oyo, un village. Quand je partais à Lukulela, je partais à Mosaka, je passais toujours par Oyo. Oyo était un village. Aujourd'hui, Oyo est la plus belle ville du Congo. Comment ils ont fait pour transformer un village à une ville aussi propre comme Oyo? Oyo a presque tout. Oyo a des banques, Oyo a un hôpital qui a tout. Oyo a presque tout. Mais comment ils ont fait avec Oyo? S'ils ont fait avec Oyo, ils pouvaient le faire avec Pointe-Noire, qui est notre ville pétrolière. Ils pouvaient faire avec Brazzaville. Ils n'ont pas fait. Pourquoi? Et donc, vous me parlez d'une conjoncture. Moi, je vais vous dire que ce n'est pas une question de conjoncture, c'est une question des gens qui sont en train de diriger ce pays. Parce qu'en réalité, au lieu de faire de ce pays, avec tout ce que nous avons, faire de ce pays un pays puissant économiquement dans la sous-région, bah, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont créé des conditions pour faire de ce pays un paradis de corruption, un paradis de chômage, le berceau de l'insécurité. Voilà, donc ça c'est la réalité. Ce n'est pas une question de conjoncture. Après, quand vous parlez de conjoncture, quel est le problème de la conjoncture aujourd'hui? C'est le prix du baril de pétrole. Mais on était où depuis très longtemps? C'est une crise financière. Non mais attendez, mais oui, la crise financière. Vous avez suivi, les institutions de la République posent, ils sont des surplus. Mais la crise financière est due à la mauvaise gouvernance, à la mégestion de ceux qui nous dirigent. Ce n'est pas un problème que le Congo n'a plus d'argent. Le Congo a l'argent. L'argent des Congolais est simplement mal géré. Vous savez, généralement, ceux du pouvoir ont l'habitude de s'appuyer sur le yo-yo des prix de barils de pétrole. Mais ce n'est pas ça le problème. Ils nous ont promis un pays émergent. Ils nous ont dit qu'on devait diversifier l'économie pour que l'économie congolaise ne soit pas seulement appuyée sur le pétrole. Mais qu'est-ce qu'on a fait? Aujourd'hui, vous voyez très bien que nous avons pratiquement 7 ministères qui parlent de l'économie. Vous prenez le ministère de l'économie, vous prenez l'économie fluviale, vous prenez l'économie forestière, mais l'état de l'économie est catastrophique. Comment vous pouvez imaginer ça? Et lorsqu'on nous dit qu'on n'arrive pas parce que l'économie congolaise n'est pas diversifiée, mais il y a un ministère qu'on a créé en 2017, les zones économiques spéciales. Alors, donc, les zones économiques spéciales ont connu 4 ministres. 4 ministres. Et ce qui va vous choquer, c'est que quand j'ai regardé le budget, le premier budget de ce ministère-là, c'était 324 millions, je crois. Aujourd'hui, ce ministère a pratiquement 2 milliards de budget. Wow. 4 ministres passés, de 2017 jusqu'à aujourd'hui, ils ont dépensé pratiquement 10 milliards 500 millions. Et qu'est-ce qui se passe? Ils n'ont même pas réussi à diversifier l'économie de notre pays. Même qui tambala, papa, même qui tambala, on n'a rien. C'est un processus. On ne peut même pas produire dans notre pays. Et vous êtes en train de me dire que le pays est en crise. Non, la crise, on peut la surmonter. On peut surmonter la crise qu'avec une ambition de faire avancer le pays, une ambition de redresser le pays. C'est ce que nous voulons faire. Alors, merci beaucoup. Je constate que surtout lorsqu'il s'agit du pouvoir du gouvernement, en tout cas, vous ne laissez pas se laisser. Mais monsieur Okilas, ce n'est pas moi. Je le dis toujours, ce n'est pas moi. Je ne suis pas dans une opposition principielle. C'est-à-dire que le principe pour moi, c'est s'opposer. Non. Quand ça va bien, quand les Congolais sont d'accord, je dirais que tout va bien. Je ne viendrai pas dire le contraire de ce que les Congolais pensent. Mais vous voyez qu'un pays aujourd'hui, je vais vous prendre des indicateurs pour mieux vous expliquer les choses. Un pays aujourd'hui qui est endetté à hauteur de 99% du PIB. Est-ce que vous trouvez ça logique alors qu'en 2010,
on avait une dette qui était à moins de 60% de notre PIB. Alors, comment on a fait de 2010 à 2025 pour arriver? Juste une chose, peut-être il y a une idée qui est venue. Vous avez déjà entendu parler de l'indice du capital humain? L'indice du capital humain, en fait, c'est l'indice qui permet d'évaluer la performance des prochaines générations en termes de travail. Parce que c'est cet indice-là qui permet à ce qu'on arrive à évaluer l'état de système sanitaire et l'état du système éducatif de notre pays. Mais l'indice pour le Congo, c'est 0,42. La moyenne pour les pays petits, c'est 0,48. Comment, jusqu'à maintenant, on n'arrive pas à relever cet indice? Ça veut dire qu'il y a des gens qui nous dirigent qui ne travaillent pas assez. C'est pour cela que je dis qu'il y a l'incompétence, il y a l'impuissance, il y a l'inaction. Donc ça, ce sont des réalités. Le jour où il leur reste quelques mois, ils viendront dire que nous avons travaillé, nous aurons simplement besoin des résultats. Montrez-nous ce que vous avez fait. Et c'est pour cela que je lance un appel ici aujourd'hui à ceux qui ne sont pas d'accord avec ce que je dis, qu'on débatte. Mais je ne débat pas avec n'importe qui. Je débat avec des gens qui sont à la manette, ceux qui dirigent ce pays. Et à ce moment-là, on verra si moi je dis des choses parce que je suis un opposant, par plaisir, ou si je dis des choses qui sont vérifiables. L'appel est lancé en tout cas avec des calibres, avec des leaders. C'est pas avec les atalakou, c'est pas avec les accompagnateurs. En tout cas, c'est avec ceux qui ont la responsabilité politique. Nous sommes en face d'un leader d'un parti politique. Nous sommes en face d'un ancien candidat à la présidentielle. Donc le rapport de force exige des gens nantis du pouvoir et du PCT pour faire un vrai débat de défense du bilan. Parce que le vrai problème, c'est celui-là. C'est là où nous aurons le bon débat politique. En tout cas, l'appel est lancé par Dave Mafoula, au répondant de nous appeler. Si vous voulez, moi je peux lancer l'appel même au Premier ministre, parce que c'est lui le chef du gouvernement. Je voudrais bien que le Premier ministre puisse avoir aussi cette culture de débattre avec des acteurs politiques. J'ai été candidat à l'élection présidentielle, donc aujourd'hui on ne dira pas « non, je ne peux pas débattre avec Mafoula ». J'ai été candidat, j'ai présenté un projet, et aujourd'hui je fais le bilan du président. S'il n'est pas d'accord, si le président n'est pas d'accord, parce que lui ne peut pas peut-être venir débattre là maintenant, mais s'il est candidat, il va falloir qu'il débatte. Parce qu'en 2021, il n'a pas fait le débat. En 2026, on l'attendra. Qu'il dise aux Congolais où sont les safous. Où il nous a promis. Où est le manioc? Où il nous a promis. Mais pour l'instant, je crois que ces ministres peuvent faire ce travail-là. Et je demande au Premier ministre de venir débattre. C'est passé, c'est écouté. J'irai moi discuter avec le Premier ministre à propos pour organiser ce débat qui pourra intéresser d'ailleurs pas mal. C'est de la politique, voilà, monsieur. C'est de la politique. C'est de la politique. Après, il y a des gens qui sont beaucoup échaudés, qui ne comprennent pas que ce que je fais, c'est de la politique. Moi, j'appelle à ce que les responsables politiques de notre pays viennent débattre avec l'opposition. Je ne parle pas de cette opposition parlementaire qui, à un moment donné, n'arrête pas de dormir, mais il faut parler avec des gens qui font vivre la démocratie de notre pays. Merci beaucoup. Nous irons au cabinet du Premier ministre. Présenter l'offre. Ce serait une bonne chose. Absolument. Marc Bazar veut décrocher cela afin que vive, comme on dit, le débat contradictoire, le débat des idées. Parce que mieux le débat des idées que les affronts. Et nous allons vers une échéance aussi importante. Il faut que les politiques commencent à s'aiguiser déjà. Et ça, c'est très bien. Et lorsqu'il s'agit de défendre le bilan, je crois que c'est maintenant déjà. Parce qu'on voit souvent, c'est pendant la campagne. Quand l'opposition commence à attaquer déjà le bilan, je pense qu'il doit y avoir des répondants. Mais ce n'est pas autour des conférences de presse, ce n'est pas autour des communications directes à la presse, mais c'est autour de tels plateaux où les gens s'affrontent et ça fait élever notre démocratie. Vous avez touché déjà l'opposition, les problèmes de l'opposition que qualifie déjà l'opposition parlementaire. Alors, vous êtes un opposant congolais en toute responsabilité. Je disais, lorsque vous parlez de la majorité, en tout cas, c'est bon, vous nous sortez tout. Alors, la santé de l'opposition congolaise que vous incarnez présentement au Congo. Elle va mal. Vous voyez, je ne suis pas dans la demi-mesure. Je sais dire des choses clairement parce que c'est la vérité. Si aujourd'hui je dis que l'opposition va bien, les Congolais vont dire non, elle ne va pas bien. J'écoute les Congolais. Monsieur Okilas, je vais vous rappeler que moi je fais Mbongi Tour depuis 2022. Je vais à la rencontre des Congolais, je les rencontre quotidiennement et je les écoute. Je sais ce que les Congolais pensent, je connais les aspirations des Congolais.
Donc, quand il est question de parler du pouvoir en place, les Congolais s'expriment. Lorsque je pose la question sur l'opposition, les Congolais aussi me disent ce qu'ils pensent de l'opposition. L'opposition, aujourd'hui, ne va pas bien. Ce n'est pas à l'image du pays, hein, bien évidemment, parce que le pays est très malade, mais je crois que la maladie de l'opposition peut être guérie facilement. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, nous avons une responsabilité devant les Congolais, celle de sauver le pays. Et je pense que les problèmes qui aujourd'hui empêchent une vraie organisation de l'opposition, chacun de nous peut les surmonter. Et moi, je demande à tous ceux qui se disent opposants de laisser les égos de côté, parce qu'en réalité, c'est ça qui nous bloque. Des gens qui pensent que moi je suis mieux que X et je ne peux pas m'asseoir avec un tel. Il y a aussi cette méfiance qui s'est introduite dans le milieu de l'opposition. Mais ça encore orchestré par le pouvoir en place. Et donc moi je pense qu'aujourd'hui, les hommes politiques ou les femmes politiques qui sont à l'opposition devraient se retrouver. Mais je pense que je ne vais pas peut-être vendre la mèche ici, mais il y a quand même des contacts qui sont en train de se faire pour que nous puissions nous retrouver et discuter. Mais je crois que en 2026, l'opposition sera une opposition organisée, parce que nous avons un seul idéal, c'est de présenter aux Congolais la possibilité de relever le pays par l'alternance. Mais la loi congolaise, il faut le dire comme ça, la Constitution a légué à la politique congolaise un statut de l'opposition. Oui. L'opposition parlementaire aujourd'hui qui est incarnée par le parti l'UPADES, oui, et à la tête le président Tsatsi Mabiala. Les deux, donc, avec le chef de l'État, ils font l'équilibre. Et quelque part, si ma mémoire ne me trompe pas, était appelé opposant. Celui-là qui se range derrière cette opposition parlementaire. Vous entendez déjà parlementaire. Donc on peut dire que c'est une opposition même institutionnelle. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, on peut croire que cette opposition a du jus? Et pourquoi on ne trouve pas les jeunes de votre génération, et à vous, il y a Gavé, il y a bien d'autres, vous avez du mal à vous aligner? Alors que c'est un bijou, il faut le dire comme ça, c'est un bijou que l'État congolais a mis à votre disposition pour mieux vous exprimer politiquement. Bon, c'est ce que vous pensez que ça a été fait pour que l'opposition s'organise, mais il faut simplement regarder qui est aujourd'hui à la tête de cette institution. C'est le premier secrétaire Tsatsi Mabiala. Vous savez, moi je refuse aujourd'hui, depuis très longtemps même, d'attaquer les acteurs politiques qui se disent à l'opposition. Je dis que chacun de nous est conscient par rapport à la situation que vivent les Congolais. Maintenant, il y a ceux qui sont opposants du pouvoir et ceux qui sont opposants au pouvoir. Moi, je m'oppose à ce pouvoir-là. Il y en a d'autres qui s'opposent, mais en étant avec le pouvoir en place. C'est le cas, je vais le dire clairement, peut-être que ça sera une réflexion pour M. Tsatsi Mabiala, qui a un membre de son parti au gouvernement. Et à ce moment-là, il est déjà en porte-à-faux avec l'opposition au pouvoir. Il est une opposition du pouvoir. Mais nous, vous avez cité les Tsatsi Mabiala et les autres, ouais, mais nous, les autres, nous sommes en train de nous organiser. Ceux de ma génération s'organisent pour voir comment est-ce que nous pouvons relever la situation de l'opposition. Vous avez raison de le dire, parce que les Congolais n'attendent pas que nous puissions nous déchirer. Aujourd'hui, les Congolais attendent qu'il y ait une opposition capable de relever le défi, capable d'affronter le pouvoir en place en 2026. Et je crois que nous avons déjà bien pris conscience, nous sommes en train de travailler. Si Dieu le permet, peut-être que vous verrez cette génération ensemble. Lorsqu'on établit les rapports de force, vous avez le PCT et tout, c'est un mastodonte à côté. Il faut dire, son empire, hein, des partis. Mais lorsqu'on dresse le PCT en face de l'opposition, il y a de quoi s'interroger si l'opposition n'est que de nom. Parce que vous êtes en train de faire votre chemin. Et là aussi, le parti des souverainistes. Est-ce qu'on peut établir les rapports de force déjà? Ça pose problème même. C'est la question que j'avais posée au président Gavé. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il faut aller très vite, réorganiser l'opposition? Parce que c'est un problème de rapport de force. Est-ce qu'on peut parler des rapports de force? Écoutez, le vrai rapport de force qu'il faut peut-être parler, c'est le rapport de force que le pouvoir en place, le PCT et ses compagnons, vont avoir vis-à-vis de leur bilan. Parce que moi, je le dis toujours que le premier adversaire
du président de la République, M. Denis Sassou Nguesso, ce n'est pas Mafoula, ce n'est pas les autres, ce n'est pas l'opposition. Son premier adversaire, il a 1 an, ça s'appelle le bilan. Son bilan depuis qu'il est au pouvoir jusqu'à aujourd'hui. Donc, ce n'est pas une question simplement de rapport de force. C'est une question aussi de regard qu'on peut avoir vis-à-vis des Congolais, de ce qu'ils vivent aujourd'hui. Vous savez, le PCT a la manie ou a cette stratégie de mobiliser les Congolais. Mais il mobilise les Congolais avec quoi? Avec les t-shirts, avec les 2000 francs. Voilà comment le PCT et les autres mobilisent les Congolais. Et quand on voit des grandes mobilisations, en réalité, il n'y a que ça derrière. Parce que, comme on dit, les gens sont accablés de partout, les gens n'ont pas l'argent. Et quand tu dis à quelqu'un qui n'a pas l'argent, viens prendre 2000, il viendra prendre 2000. Mais est-ce que cela a changé la réalité ou sa conception de la réalité? Pas du tout. Donc, le rapport de force aujourd'hui, attention, on risque d'avoir autre chose. Moi, je pense que toute cette possibilité qu'a le PCT d'abord de créer la pauvreté, parce que, figurez-vous, quand on se pose des questions, pourquoi est-ce que les jeunes vont à leur meeting? Pourquoi est-ce que les jeunes sont derrière eux? Parce que les jeunes n'ont pas d'argent. Les jeunes ont besoin d'argent. Et quand on leur donne 2000, ils prennent. Pourquoi? Parce que nous avons une population qui est pauvre. 46% de notre population est pauvre. Ça veut dire que dans les 6 millions, il y a pratiquement 3 millions de Congolais, parce que ça fait pratiquement 50%, 3 millions de Congolais qui sont pauvres. Alors, quelqu'un qui est pauvre, vous lui dites quoi? Vous venez avec le discours, ça va être très compliqué. Donc cette mentalité a été créée pour maintenir les gens dans la pauvreté, parce que les seuls qui peuvent entretenir cette pauvreté, c'est le PCT et ses amis et tous ceux qui gravitent autour du président pour lui dire on y va, on y va. Bah, tout simplement parce qu'eux, ils ont l'argent pour donner. Mais nous allons avoir ce discours vrai vis-à-vis des Congolais pour leur rappeler, est-ce que 2000 francs et un t-shirt peut effacer 5 ans de souffrance? Ça viendra. Merci beaucoup. Nous comptons le voir, hein, on vous attend, parce que lorsque arrive ce moment, nous nous déployons et nous vivons encore cette ambiance en tout cas de la présidentielle. En tout cas, pour nous, c'est très beau à vivre. Il y a une démonstration des compétences, une démonstration. Beaucoup de choses, ça serait peut-être des choses révélées comme ça. Permettez-moi, voilà. Monsieur Okilas. Je vous en prie. Si on demande, si aujourd'hui, on crée des conditions pour que la loi interdise véritablement l'achat de conscience, qu'aucun homme politique puisse donner quelque chose, même un proche d'un homme politique donne quelque chose à un citoyen, croyez-moi que si on va à une élection, le PCT serait le premier parti perdant. Voilà, parce que nous avons déjà participé aux élections et nous savons que le PCT ne peut pas mobiliser avec le discours. Le PCT ne peut pas mobiliser avec le bilan. Le PCT mobilise avec l'argent. Et quand ils font ça pendant les campagnes et à un moment donné, ils s'effacent. Ils attendent les campagnes. Et c'est pour cela que je lance un appel aux Congolais aujourd'hui pour leur dire, attention, nous avons déjà beaucoup souffert, la misère est là, les inégalités sont là, rien n'a été fait pour changer la vie des jeunes, pour changer la vie des retraités parce qu'ils meurent tout le temps. Le pays est endetté, le pays est accablé mais de partout. Le pays prend l'eau de partout. Il faudrait que chacun de nous soit conscient de ce que nous avons vécu pour qu'ensemble, nous puissions aller changer les choses en 2026. Alors, Président Dave, la dernière préoccupation, nous avons parlé du pouvoir, nous avons parlé du type d'homme à vous entendre, d'ailleurs de la politique, la question de la politique au niveau du pouvoir. Nous avons parlé de l'opposition. Et ce que je retiens, c'est votre interpellation à l'opinion, après cette analyse, en tout cas, des deux courants. Est-ce que la parole politique a encore sa place dans ce pays? C'est la question que je vous pose parce que vous avez fait une lecture sur le pouvoir, sur l'opposition. La parole politique dans ce pays. Mais est-ce que la parole politique dans ce pays peut encore être importante? Lorsque le président de la République dit dans ses discours que voilà, je vais faire ça, je reviens sur le discours sur les jeunes, la jeunesse, que l'année 2024 c'est l'année de la jeunesse, il y aura 100 000 emplois. Et l'année 2024 finie, il n'y a pas d'emploi et on s'est bien rendu compte que ce n'était pas une année dédiée à la jeunesse. Est-ce que ces jeunes peuvent encore avoir confiance au président de la République? Ils ne peuvent pas. Voilà, ce sont des réalités que je vous parle. Mais il n'y a pas que ça. Toutes les promesses, ça, ce sont des jeunes. Mais la promesse de la retraite automatique,
Et quand je vous ai dit, il y a même un décret de 2007. Et jusqu'à aujourd'hui, nos parents qui ont servi loyalement, qui ont servi difficilement l'État, meurent parce qu'ils n'ont pas leur argent. Parce qu'aujourd'hui, aller à la retraite, c'est une sorte de souffrance. Est-ce que vous croyez vraiment que dans ce pays, les populations peuvent encore faire confiance facilement aux politiques? Non. Mais ceci, comme je vous ai dit, est fabriqué pour maintenir le pouvoir. Parce qu'il faut créer des conditions comme ça, il faut appauvrir le peuple pour que le peuple soit toujours derrière ces hommes politiques-là. Et comme les hommes politiques auront des moyens d'entretenir cette pauvreté, ils le feront pour qu'ils gardent le pouvoir. Mais cette situation de méfiance vis-à-vis de la politique, cette situation où on ne fait plus confiance à la parole politique donnée, ça a été créé par ceux qui nous dirigent aujourd'hui. Mais je pense que demain, nous pouvons rétablir les choses, nous pouvons réincarner la parole politique, que un message, un discours, une promesse qui a été délivrée puisse avoir à la fin un résultat. Mais ça, on peut le faire. Je demande simplement aux Congolais de faire confiance à la génération nouvelle qui est en train de se battre pour que le changement arrive. Parce que la parole politique, c'est quelque chose de plus important. Et le premier qui aujourd'hui a désacralisé la parole politique, c'est monsieur le président Denis Sassou Nguesso. Et nous voulons que les choses changent. C'est pour cela que M. Mafoula est en train de mener ce combat pour que demain nous puissions redonner à la parole politique sa force. Mais ce ne sera pas facile, tel que c'est vous-même qui le dites. Est-ce que le Congolais aujourd'hui parviendra à croire à l'homme politique? Et ça se dit, ça se vérifie. Ça se vérifie. Le paradoxe, à côté, on présente une population misérable, on l'écoute, il crie à tout. De l'autre côté, les politiques arrivent à mobiliser. C'est comme si c'est un autre peuple. Quand ils sont en misère, c'est les Congolais. Quand on mobilise, c'est comme si c'est un peuple qui est tombé. Alors, vous avez expliqué cela en disant, mais ce sont des appâts, parce qu'ils ont faim. Oui. Mais donc, c'est une culture déjà que les politiques ont mis dans les Congolais. Est-ce que vous ne trouvez pas que c'est un risque que vous prenez pour dire vous pouvez un jour être cru par les Congolais? Écoutez, moi je crois aux Congolais. Nous, on ne fait pas la démagogie, on veut dire vrai comme je crois aux Congolais. Je crois aux enseignants, je crois aux magistrats, je crois aux universitaires, je crois aux médecins, je crois aux militaires, je crois vraiment à la capacité qu'ont les Congolais de changer les choses. C'est vrai qu'aujourd'hui, ce n'est pas facile de faire confiance, mais il faut regarder le monde, comment le monde est en train d'avancer. On ne va pas aller loin. Le Sénégal aujourd'hui a connu une alternance avec des jeunes qui sont arrivés. On voit ce qui se passe là-bas. Vous prenez le Burkina Faso avec les jeunes, vous prenez le Mali avec les jeunes, c'est-à-dire là où il y a des jeunes, il y a une probabilité forte de changer les choses. Moi, ce que je demande aux Congolais... Vous savez, il y a des jeunes qui accompagnent, nous les lisons dans les réseaux sociaux, qui peuvent vous dire moins jeunes que vous, qui vous diront que c'est bon. Non, mais je vous ai dit, quelqu'un qui est doté de son bon sens, quelqu'un qui n'est pas dépouillé de son intelligence, ne peut pas aujourd'hui dire que M. Sassou est un bon candidat pour 2026. Celui qui dit ça, il trahit son problème mental. Croyez-moi, il trahit son problème mental. Parce que lui-même, Sassou, sait que j'ai assez travaillé, il a besoin de repos. C'est toujours des gens qui sont derrière. Mais ça encore, quand je dis il n'y a pas de bon sens, parce que ce ne sont pas des gens, pardon. Oui. Ce ne sont pas des gens aujourd'hui qui regardent le peuple en disant je veux que le peuple, la situation du peuple change. Je veux que l'eau et l'électricité soient disponibles. Je veux que le travail soit quelque chose qui sera facile, accessible aux Congolais. Ce ne sont pas des gens qui regardent le Congo comme ça, ce sont des gens qui regardent Monsieur Sassou, derrière lui je peux me faire des poches. Voilà ce qu'il se passe avec certaines personnes qui sont avec le président en disant nous sommes avec toi, mais en réalité ils sont avec l'argent du président, simplement. Alors président, nous sommes arrivés au terme de notre échange. La tradition chez nous, quand un politique a fini de communiquer, il ne communique pas avec nous, en fait il communique avec l'opinion. C'est son droit le plus légal parce que c'est dans cette opinion qu'il rêve, c'est ce Congo qu'il rêve, qu'il doit porter, qu'il va placer en orbite, ce sont les Congolais. Alors, à vous de dire le dernier mot, pour la circonstance bien sûr, aux Congolais, en regardant la caméra. Mais je veux m'adresser aux Congolais, je veux m'adresser aux jeunes, je veux m'adresser aux femmes, je veux m'adresser aux adultes, je veux m'adresser aussi aux fonctionnaires qui
peinent pour avoir leur salaire. Je vais m'adresser aux retraités qui vivent des difficultés pour leur dire que moi, je fais confiance à cette capacité que nous avons, nous les Congolais, à redresser les choses dans notre pays. Vous savez que dans ce pays, il y a des gens qui nous dirigent qui ont déjà échoué. Ce sont des personnes à qui il ne faut plus faire confiance. Parce que nous sommes là, nous sommes en train de mener ce combat pour le changement de notre pays. Parce que moi je pense, et ça je le dis, si demain, si vous faites confiance aux hommes politiques que nous sommes, moi particulièrement, nous serons capables de créer des conditions pour que chaque Congolais puisse s'occuper de sa vie, de la vie de sa famille, ce qui est difficile aujourd'hui avec le pouvoir en place. Et moi je pense qu'aujourd'hui nous devons être ensemble, devant être unis pour dire que demain, il faudrait que nous puissions arriver à une chose, l'alternance pour le changement de notre pays. Merci bien, Président Dave. Au reste, il faut dire, après donc avoir suivi cet échange, il faut beaucoup de rationalité, il faut beaucoup de patriotisme, il faut beaucoup de honnêteté pour comprendre qu'il s'agit des échanges politiques. Le Congo s'est voulu un État politique, un État démocratique, et par principe, il y a le débat. Malheureusement, les politiques ne créent pas le débat. Et c'est ce qui nous emmène souvent vers les dérives. Souvenez-vous de notre histoire stricte. C'est triste. Ce ne sont pas les journalistes, ce sont les politiques, parce que ça ne communique pas. Et nous avons dit, entre-temps, nous allons vers les échéances présidentielles. Il est temps que les politiques s'aiguisent en frères dans le Congo sur les idées politiques, sur la vie et l'avenir du Congo. Malheureusement, lorsque nous débutons de telles choses, des non-constitutionnels, je me permets de le dire, ceux qui ne s'allient pas à la Constitution, ils voient la teneur des mots, au lieu de venir répondre ici, parce qu'ils ont le droit de la réponse, c'est ici, malheureusement, ils galvaudent la chose à leur manière, voulant même faire taire le débat, et le débat politique et le débat journalistique. J'ai reçu sur ce plateau donc un ancien candidat à la présidentielle qui le sera peut-être, qui a invité ici monsieur le Premier ministre, ça peut être monsieur le porte-parole du gouvernement, ou ça peut être le porte-parole du PCT, ainsi de suite. Mais en tout cas, un face-à-face. Moi, j'aime bien parce que c'est un critère de la démocratie, c'est un critère de notre métier. Vous savez que, permettez-moi, les partis ne font jamais les primaires dans ce pays. S'il y avait des primaires, les partis devaient s'aiguiser, l'homme politique devait s'aiguiser dans son sein. Donc, ce plateau vous est donné. Pour ceux-là que les mots ont heurté, comme si ceci devait à la mode, vous avez le droit de réponse. C'est un principe chez nous. En tout cas, bonne digestion de cet échange avec Dave Mafoula, Euphrem Dave Mafoula, ancien candidat à la présidentielle, président du parti Les Souverainistes. Alors, Président, reste qu'à vous dire, en tout cas, merci. C'est moi qui vous remercie et je remercie les Congolais qui nous ont suivis. Au revoir chez vous, à la prochaine fois. Merci.